On en débat avec nos deux invités sur Sud Radio. Alexandre Nicolic, bonjour. Vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de la région Centre-Val de Loire. Vous êtes aussi directeur des Jeunes avec Marine. Alors, vous n'êtes plus directeur des Jeunes avec Marine, c'est pas grave. Vous avez le droit de grandir, en tout cas, ou de vieillir, en tout cas, dans le bon sens du terme. On est avec Nicolas Corato, également président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Je le disais, le Rassemblement National est-il devenu imbattable? C'est la question qu'on pose à nos auditeurs ce matin. Ils répondent oui, à plus de 60% d'entre eux. Je rappelle que dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, le Rassemblement National est à plus de 33% des intentions de vote. C'est plus du double du score de Valérie Ayé et sa liste de la majorité à 15,5. C'est plus du double de la majorité. Et qu'est-ce qui peut encore vous arriver? Non mais là c'est que des sondages, ouais. Et c'est évidemment encourageant, des indicateurs positifs, mais pour que ça se confirme, il faut vraiment que les gens aillent voter le 9 juin. On sait on annonce à peu près 50% d'abstention. Il faut que les électeurs comprennent qu'il y aura déjà qu'un seul tour le 9 juin et que c'est important qu'ils se mobilisent parce que ça déterminera des orientations à la fois pour l'Union européenne sur la politique migratoire, sur le marché européen de l'électricité. C'est très concret. Si on réforme le marché européen de l'électricité, les gens peuvent payer 40% en moins leur électricité, par exemple, sur le domaine agricole qui a fait la une de l'actualité. Mais ce sera aussi un révélateur d'une opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Partout en Europe, partout en France, le score qui montrera un rejet de ce déclin généralisé après dans tous les domaines avec la politique macroniste, ça sera le score du Rassemblement National, et tout autre vote sera, on peut dire, un petit peu gâché et inutile. Donc, faut que les gens ils se mobilisent le 9 juin, je le répète, mais surtout qu'ils votent pour le seul parti qui sera regardé, c'est-à-dire la liste de Jordan Bardella et du Rassemblement National. Le Rassemblement National présenté comme un vote utile par son porte-parole. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas Corato? Oh, mais c'est un discours qu'on commence à avoir l'habitude d'entendre, puisque c'est le nouveau discours un peu d'avant-scène de l'arrivée au pouvoir souhaitée ou prévue par le Rassemblement National. Quand même, sur l'état des lieux, on a effectivement un Rassemblement National qui est à un niveau historiquement haut et qui devrait y rester. Après, vous avez un électorat qui a toujours eu un problème de participation et de mobilisation. On l'a vu d'ailleurs aux élections européennes, mais aussi aux élections régionales où on vous attendait plus haut, vous êtes arrivé un peu plus bas. Donc, il y a un enjeu pour vous de mobiliser votre électorat, c'est ce que vous faites aujourd'hui de manière tout à fait efficace. La deuxième chose, c'est quand même le score historiquement bas de la majorité présidentielle, qui est peut-être pas corrélé à votre score historiquement haut, mais qui est quand même un fait très fort de ces sondages. Et puis, troisième fait, la division extrême de la gauche, qui, alors ça rime à rien d'ajouter des sondages aux autres, surtout mais quand même, il faut remarquer que la gauche est particulièrement divisée, comme elle l'est toujours aux élections européennes. Après, le contexte est un peu différent et aurait mérité peut-être un peu plus d'énergie, d'unité. Oui, enfin pardon, mais si elle est aussi divisée que d'habitude aux européennes, pourquoi elle est si basse? Mais elle est basse parce qu'elle est divisée. Non, elle était aussi divisée aux autres. Elle est basse parce qu'elle est divisée. Elle est basse parce qu'elle est divisée. Elle est basse aussi parce que il y a, à mon sens, et on y reviendra, une bataille culturelle, et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. Le Rassemblement National, s'il progresse et s'il devient imbattable, s'il y a une bataille qu'il est en train de gagner ou d'essayer de gagner, c'est celle de la bataille culturelle. C'est-à-dire parce que ces thèmes sont en train de devenir majoritaires. L'immigration, l'insécurité. Le Rassemblement National est majoritaire dans l'opinion pour vous sur ces thèmes. Le Rassemblement National a réussi à faire de ces thèmes des thèmes qui sont en passe de devenir majoritaires. Le meilleur exemple étant que finalement on n'a plus besoin de voter Rassemblement National pour avoir droit à sa politique au pouvoir. La loi sur l'immigration qui a été votée par la majorité présidentielle aujourd'hui en est le meilleur exemple. Vous l'auriez voté si vous aviez été député, Alexandre Nicolic? Oui, parce que ça allait. Non mais ça allait déjà. Il y avait déjà une amélioration avec. Évidemment, c'est pas tout à fait ce qu'on proposait, mais ça allait déjà dans le bon sens sur certaines choses. C'est important quand on entend en ce moment le gouvernement qui veut, par exemple, ne plus en 2025 indexer les retraites sur l'inflation ou les prestations sociales, donc qui s'en prend aux plus faibles, qui a déjà mis fin au bouclier tarifaire sur l'électricité.
l'électricité, ce qui a entraîné une augmentation du prix de l'électricité. On voit que ils sont obligés aujourd'hui de prendre des mesures pour essayer d'équilibrer un peu plus le budget. Vous avez vu la note dégradée de Standard & Poor's. On en a beaucoup parlé. Exactement. Et bien nous, ça fait des années qu'on alerte sur ça. Et donc sur la loi immigration, sur la hausse de la dette publique. Bien sûr, mais ça fait. C'est depuis un cheval du bataille. Si Marine Le Pen en 2021 a dit qu'il fallait des réformes structurelles. Mais je vais y revenir et je vais lier ça à la loi sur l'immigration, parce que dans cette loi, il y avait par exemple le fait d'accorder des prestations sociales que pour ceux qui ont au moins 5 ans de présence sur le territoire. Alors nous, on dit pour les étrangers qui ont au moins 5 ans de présence sur le territoire, nous on dit qu'il faut accorder des prestations sociales uniquement aux Français et aux étrangers. C'est pas avec ces économies-là qu'on va bien sûr, ce sont des milliards d'euros. Les réformes structurelles. Si on parle juste de la dette, les réformes structurelles. On dit que quand on a un déficit commercial à 100 milliards d'euros par an, ça pose évidemment des problèmes de richesse pour le pays. Et ça fait des années qu'on alerte sur le fait qu'il faut revenir sur certaines normes, sur la concurrence déloyale pour notre industrie, qu'on ait une vraie vision par rapport à ça pour relancer l'économie du pays. Parce qu'aujourd'hui, par contre, sur le protectionnisme, vous serez plutôt d'accord d'ailleurs avec la gauche. Avec la gauche sur le protectionnisme, on parlait du déficit commercial. Il y a un vrai sujet qui échappe au Rassemblement national, c'est le sujet européen. La gauche, elle est majoritairement européenne. Elle est majoritairement pro-européenne. Elle est majoritairement pour une Union européenne et pour un marché qui s'étend à l'Union européenne, avec une devise sociale très forte et qu'on réclame. Jean-Luc Mélenchon est majoritairement pour l'Union européenne. J'ai pas dit que Jean-Luc Mélenchon était le plus représentatif de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Donc la gauche, elle a une tradition de construction européenne, ce qui n'est pas la tradition du Rassemblement national. Le Rassemblement national n'a jamais été un parti pro-européen. Vous étiez pour le Frexit il y a quelques années, et pour la sortie de l'euro il y a quelques années sur aussi. Ce point-là. Mais un point important, et je suis heureux de l'entendre, parce que dans le sujet de la banalisation du Rassemblement national, il y a un élément que vous n'arrivez pas pour l'instant à gagner, c'est le patronat. Alors Jordan Bardella a fait son grand oral devant le MEDEF, ça s'est très mal passé, et c'est un peu le dernière étape avant le grand chelem, c'est-à-dire que si, comme Giorgia Meloni, vous arrivez à vous mettre le patronat derrière vous, effectivement, vous pouvez accéder au pouvoir. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, pourquoi ? Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. C'est intéressant ce que vous dites quand vous parlez de la dette et que vous la reliez à l'immigration. C'est un discours. C'est ce que vous venez de dire. La question, c'est, puisque tout est bâti là-dessus, dans votre programme, c'est une grande partie. Non, mais en partie, oui, bien sûr, ça économique est bâti sur le contrôle, la reprise du contrôle en main de l'immigration. Si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va payer les pots cassés de votre politique ? Si vous n'arrivez pas à régler le problème de l'immigration, imaginons que vous ne soyez pas capable de le faire. D'autres ont promis plein de choses, ils n'y sont pas arrivés, vous ne seriez pas les premiers. Oui, vous n'avez pas réussi. Systématiquement, la gauche a échoué, oui, ça on sait bien, et c'est justement les plus faibles qui ont souffert. Imaginons que vous n'y arriviez pas. Qui va payer ? Mais parce qu'on y arrivera, en fait, justement. Et l'addition sociale. Et en se servant aussi de l'Union européenne. Si ce ne sont pas les immigrés, qui va payer ? Mais si on parle de l'immigration, évidemment, mais nous, ça fait on se fait quelques mois déjà qu'on explique que notre programme se base à la fois sur une politique de l'Union européenne avec un Frontex qui va justement enfin freiner ces vagues d'immigration en renvoyant les bateaux qui veulent arriver en Europe, et ensuite cette double frontière en France avec plus de contrôle pour qu'il n'y ait plus que les ressortissants de l'espace Schengen qui puissent circuler. Et quand je parlais des prestations sociales, c'est aussi un des vecteurs qui fait que beaucoup de gens viennent. Si vous obligez, parce qu'on ne peut pas avoir un modèle social qui est valable pour le monde entier. En fait, on a tendance maintenant à vouloir le remettre en cause, mais ce modèle social, il est valable uniquement s'il s'arrête aux Français ou au moins, comme on le dit, aux étrangers qui ont au moins cotisé pendant 5 ans. Et c'est le moyen de le préserver. Et ça, c'est un des moyens de freiner justement grandement l'immigration. Dernière question. De quoi c'est le cas depuis 86 ? La réservation de beaucoup de prestations sociales. Non mais n'importe quoi. Le RSA, il faut 50 de présence sur le territoire français. Non mais de présence, je viens de dire pour cotiser. Il faut cotiser. Sauf que vous parlez d'une seule prestation sociale, la très grande majorité, 95%, tout le monde peut y toucher, et même au contraire, il y a des avantages, même parfois quand on est clandestin, comme les aides médicales d'État. Une seule personne à la fois, et d'abord cette personne c'est moi pour le coup. Dernière question pour conclure ce débat parce que c'est important. Si je fais le point sur les derniers sondages, notamment le Rolling IFOP Fiducial pour Sud Radio, le Rassemblement national, je le redis, est à 33% et demi d'intention de vote, 15,5% pour la liste de la majorité présidentielle, 14% pour la liste du Parti socialiste de Raphaël Glucksmann. Quelles conséquences politiques devrait avoir un tel résultat, en un mot, si ce score se vérifie la semaine prochaine ? Nicolas Corato. Pour moi, la conséquence politique, c'est l'union.
et c'est l'union des républicains et démocrates et qui devra être la priorité d'une grande partie de l'échiquier politique au lendemain de ces élections. En vue des présidentielles, pour empêcher le Rassemblement national de la gagner, cette élection présidentielle. Quelles conséquences politiques a ces élections européennes pour vous? Alors au-delà des tambouilles politiciennes, comme je viens d'entendre, nous ce qui nous intéresse aussi, c'est l'union. Nous ce qui nous intéresse, c'est justement des mesures qui vont pouvoir changer la vie des Français au quotidien. Et ce qu'on peut espérer, c'est que oui, il y a une dissolution parce que ça mettra une pression sur le gouvernement, dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on ait plus de députés et qu'ensuite, à quoi ça va servir? Évidemment, à baisser la TVA sur les prix du carburant, à baisser la TVA sur les produits d'électricité, à augmenter les salaires avec les 10% d'augmentation des salaires pour baisser en supprimant les cotisations sociales sur cette augmentation, les choses concrètes qui vont faire que les Français vont mieux vivre. Et évidemment, après, au Parlement européen, on espère pouvoir peser, je le répète, sur ça, réformer le marché européen de l'électricité. C'est insupportable qu'on vende une électricité qui ne correspond pas au coût de production français. Ça baissera le prix de l'électricité de 40% pour les Français et nos entreprises qui en souffrent. Et vous aurez pu le dire sur Sud Radio ce matin, l'un et l'autre. Merci Alexandre Nicolic, porte-parole du Rassemblement national. Merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Dans une semaine, on votera aux élections européennes ou on ne votera pas d'ailleurs. Le vote est libre, le non-vote aussi.